c'est la rentrée de Radio Mortimer. Un mois après la rentrée des classes, c'est notre tour de faire notre rentrée des classes au Comédie Studio des Champs-Élysées. Merci à tous de nous suivre pour cette émission, notre 7e émission. Ce soir, autour de la table pour parler de Mount Olympus, de la nostalgie des Blacks, de Stadium, des jumeaux vénitiens et de la pitié dangereuse. Maxime Powells et Elle Strapontine pour les espaces libres. Bonsoir. Bonsoir. Véro Beno pour Théâtrel. Bonsoir. Sonia pour Théâtrel. Bonsoir. Quatrième mur. Bonsoir. Victoria Pinault. Bonsoir. Et sur les planches, pardon. Et Roger Carambeu. Bonsoir. Donc, la première pièce, je vous ai dit, ça va être Mount Olympus. 27 acteurs sur scène pour une pièce, plutôt pour une série de pièces qui dure 24 heures, qui a donc été vue par certains de nos chroniqueurs autour de cette table. Alors, c'est une série de pièces qui s'intéresse aux grands héros grecs et qui fait voyager le spectateur au cœur d'une expérience sensorielle plus que théâtrale. Une performance de théâtre et de danse que Jérôme Verbre qualifie de fucking best experience ever. Qu'en pensez-vous donc, Maxime? Donc c'est vraiment une performance. Moi, le premier mot qui me vient par rapport à ce spectacle, c'est vraiment une performance physique. Parce que les comédiens sont vraiment poussés dans leur retranchement, les danseurs, ils donnent beaucoup physiquement. Et Yann Fabre les pousse vraiment on les voit vraiment aller jusqu'au bout. Il y a plusieurs scènes comme ça qui sont très très fortes. Et c'est vrai qu'il y a une cohérence dans ces 24 heures. On traverse cette mythologie avec beaucoup de plaisir. On rit parfois, c'est déjanté, c'est très sexuel. Hein. Il y a beaucoup de sexe quand même dans un spectacle très physique, très sexuel. Donc, c'est même très trash à certains moments. Oui, effectivement. Oui, c'est assez trash, mais je trouve que c'est aussi assez esthétique avec peu de choses. Il y a peu d'éléments scéniques, je trouve que Yann Fabre est assez inventif au niveau de la scénographie. Il y a très peu de choses et il y a des très beaux effets, des très belles scènes. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce oui, tu veux dire il y a très peu de moyens, parce que tu dis il y a très peu de choses, tu veux dire il y a très peu de... Au niveau scénographie, il y a peu de décors, de changements de décors, c'est assez limité. Pourtant la technique doit être assez impressionnante à tenir 24 heures, y compris pour l'équipe technique. Oui, tout à fait. La performance est incroyable, tout bonnement incroyable. Bon, moi, j'ai dormi à un moment donné il y a même des lits de camp quand même à la Villette, donc j'ai pu dormir là. J'ai loupé une partie de la nuit, mais ça n'empêche pas de suivre la suite. Il y avait des temps de rêve aussi. Oui, les temps de rêve, mais ils sont petits. Moi, j'en ai pris un peu plus. J'ai pris un temps de rêve un peu plus long. À 2h du matin, on avait 50 minutes de temps de rêve, c'est dur. Et pour revenir sur le tweet que tu citais tout à l'heure, c'est une expérience physique, ça c'est clair, mais c'est une expérience aussi pour les spectateurs en fait, qui sont vraiment immergés dans une pièce durant une journée complète. On se demande vraiment comment on va en ressortir, si on va être tout le temps attentif, et on ne l'est pas tout le temps. Mais c'est ça aussi qui est assez surprenant, c'est que les minutes parfois s'écoulent très très lentement et il y a certains passages, certains tableaux où on a hâte de voir la suite venir parce qu'on a l'impression que ça s'étire à n'en plus finir, et d'autres moments qui m'ont paru vraiment passer en 10 minutes et qui en fait duraient 1 heure. Donc l'expérience du temps aussi, voilà, c'est ça. Exactement, je trouve que c'est aussi une expérience vraiment pour les spectateurs, quoi, alors sans parler on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux de marathon, de choses comme ça. Alors on va pas, moi j'aime pas trop quand on se vante d'avoir tenu 6 heures ou 8 heures devant un spectacle et il y a 24, mais c'est plutôt cette idée d'avoir été immergé dans un spectacle aussi longtemps et d'avoir vécu des choses même avec le reste du public. Une expérience collective. Voilà, c'est ça. Mais effectivement sur le temps est complètement... on sait même plus l'heure qu'il est, il n'y a plus du tout de repère temporel. Et parfois, il a étiré beaucoup les scènes. Il y a des scènes qui se répètent, vraiment les mêmes gestes qui se répètent. Parfois, on va jusqu'au bout, on va jusqu'à l'épuisement. Et c'est vrai que pour le spectateur,
ça demande aussi, on n'est pas toujours attentif, mais on est là, on revient, parfois on peut même s'endormir dans la salle. Je veux dire, c'est voulu pour être pas être suivi d'un trait. C'est vraiment, d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça, à mon sens, qui a étiré autant les scènes, c'est que parfois on peut ressortir de la salle, on rentre à nouveau. Et là, on voit la scène se terminer, on voit un bout de scène en fait. Oui, même si on rate une demi-heure, 1 heure, on arrive de toute façon à tout raccrocher parce que oui. Voilà, ça reste vraiment de la performance et aussi bien en théâtre qu'en danse. Il y a des scènes, par exemple les scènes d'orgie chez Dionysos qui reviennent à rythme assez régulier. Donc hop, on raccroche, à ce moment-là on peut décrocher un petit moment parce qu'on sait plus ou moins ce qui va se passer. Oui. Ça va être très trash, très sexuel. Voilà, on peut faire une micro-sieste et puis reprendre juste derrière. Et à ce sujet, d'ailleurs, j'aurais voulu parler rapidement du livret. Le livret d'accueil qui est distribué aux spectateurs, puisque bon, pour se repérer dans ces fameuses 24 heures, c'était bien d'avoir un appui et il est quand même très très bien fait. On n'a pas évoqué le sujet du spectacle qui sont les mythes grecs. Et dans ce fameux livret, on a notamment un repère pour ceux qui auraient oublié qui était Panthée ou Philoctète. Mais on a surtout un découpage scène par scène, tableau par tableau de tous les chapitres du spectacle. Et il y en a 14. Donc ça, c'est aussi très pratique quand on pique un petit peu du nez pour se repérer dans le spectacle. À chaque théâtre. Je crois que c'est vrai, je me suis pas renseignée. Oui, je me suis dit si que c'est un oui, dispositif de la Villette, enfin, non, je pense vraiment que ça a été fabriqué par la compagnie, puisque le découpage est quand même très 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 précis. J'ai en effet pas cité toutes les pièces, du coup toute la chronologie que ça faisait, parce que ça aurait été un peu long. Mais c'est assez impressionnant. Vous avez tous tweeté le déroulé de la journée, plus qu'une soirée. Mais c'est vrai que pour le spectateur, c'est vrai que c'est très pratique parce qu'on revient, on se dit bon bah là on en est où, chapitre 8, ok on en est à Antigone, on en est à Phèdre, donc comme ça on se repère vraiment et c'est vrai que c'est bien pensé pour le spectateur. Et même ce lexique, effectivement, oui je suis d'accord, c'est à souligner, c'est assez didactique et ça permet de ne pas se sentir exclu et de faire quand même le lien, même si après on vit la performance parfois sans se dire toujours qu'est-ce qu'il nous raconte, quel mythe il nous raconte, quelle image ça nous donne. On fait des pauses aussi au niveau du cerveau. Oui, parce que c'est vraiment quand même, la notion de plaisir est quand même très forte. Moi j'ai rigolé parfois, je trouve que c'est assez jouissif comme spectacle, clairement. On a vraiment l'impression d'assister à l'orgie des dieux grecs, quoi. Je pense que c'est ce qui... D'ailleurs, ça finit comme ça, ça finit par une explosion, une fête c'est exceptionnel. Qui part en couleur. Ça vous a un petit peu redynamisé la fin de la pièce? Ouais, la fin on serait est pas très, parti pour 24 heures, mais on reste prêt en se disant mince, ça s'arrête comme ça. Et en fait, ça s'arrête vraiment sur un temps fort au lieu de redescendre dans la cour. Et là, on se dit bon, c'est bon, on est prêt, on y retourne. Ouais, tout le monde était debout à la fin parce qu'il y a l'énorme. On n'arrivait pas à décrocher et à partir en fait, à arrêter vraiment le spectacle. C'était mieux que la fiesta? C'était mieux que la fiesta. Oui, c'était mieux que la fiesta, pardon. C'était bien plus festif et plus généreux en fait. C'est beaucoup plus. C'est bien joué. On parle de la fiesta d'Israël Gazban pour ceux qui n'auraient pas compris. Non, là c'était très généreux, très vraiment les comédiens appelaient le public, ils nous donnaient envie de nous lever. À la fin, on était tous debout. Oui, à la fin, tout le monde était debout, on a tous dansé avec eux. Enfin, limite, on était un peu frustrés. Moi, j'étais un peu frustré qu'il n'y ait pas plus de possibilités parce que j'aurais aimé pouvoir danser. Je veux dire, là, il y avait des tribunes devant. Voilà. J'aurais aimé danser nu, c'était pas possible. Et c'est surtout qu'il y avait des tribunes. Faut pas faire de nombreux autres, bien sûr. Mais c'est ça, tout à fait. Mais c'était. Si je peux finir ma phrase, s'il vous plaît. En fait, comme c'est un spectacle en nombre au niveau de temps, c'est 24 heures, mais par contre, au niveau de l'espace, on reste sur une scène et une tribune frontale. Et parfois, on est un peu frustré de ça. On aimerait, un tout petit peu, je sais pas, pouvoir s'allonger, pouvoir se lever, pouvoir danser avec eux. On aimerait un peu plus que l'espace nous permette un peu plus, en tant que spectateur, de possibilité de s'exprimer. Ça, c'est juste la petite frustration que j'ai eue moi personnellement. Alors, pour pouvoir s'allonger, il suffisait de se mettre dans les marches. Oui, c'est vrai qu'il y en avait pas mal. Moi, j'ai passé une partie entière allongée, j'étais très bien. C'est vrai. Mais personne n'est venu avec son duvet, ça couette. Si, oui. C'était tout un barda.
C'était assez drôle ça d'ailleurs, cette préparation d'un spectacle, on avait l'impression qu'on partait en camping, ça faisait partie du jeu, de l'expérience. Et une chose aussi que je voulais rajouter, c'est que je pensais vraiment qu'au fur et à mesure des 24 heures, les gens allaient partir pour ne pas forcément revenir. Et on a été très très étonnés de voir que finalement la salle ne désemplissait quasiment jamais, à part cette partie dans la nuit qui était un petit peu moins, en plus peut-être un petit peu moins réussie que le début et la fin. Et la fatigue des comédiens aussi peut-être. Oui, enfin je pense que c'est notre fatigue aussi. Et puis dans le rythme, on sentait vraiment une descente au niveau du rythme. Et nous, on n'est pas habitués non plus à continuer à 3h du matin à être à nouveau dans un spectacle après juste 50 minutes de pause. Vraiment qui s'est transformé en 1h30. Mais la salle n'a pas désempli. Ça, c'était beau à voir. Et je pensais aussi qu'il y avait vraiment que des jeunes. Et de voir qu'il y avait toutes les générations, ça m'a vraiment interpellée. C'est vrai qu'il y avait tous les âges dans le public. Et on sait pas, il n'y avait pas que des très jeunes, effectivement. Et... Non, tout le monde a tenu la performance. Donc c'est vrai il y en avait même de la génération de 4e mur. Si bien que ça. Et oui. Et il n'y a personne qui est mort. Comment Voilà, je vous remercie pour votre intervention sur Monte-Olympus, qui donc part en tournée. On vous mettra les dates sur les réseaux sociaux. Non. Si, on verra les dates sur les réseaux sociaux au travail. Donc, est-ce qu'il y a des réactions tweetos, les filles? Pas encore. Bon, je vous rappelle que vous pouvez tweeter avec hashtag Radio Mortimer. On attend vos réactions en direct. Moi, je vous remercie tous les trois, Maxime, Lucille et Strapantine et Sonia, pour cette intervention. J'accueille autour de la table pour la nostalgie des blagues. C'est pas grave, c'est la fatigue après 24 heures de Monte-Olympus. Donc, toujours Sonia et Maxime, mais également Théâtrelle. Donc, pour la nostalgie des blagues, une pièce de Pierre Notte avec Catherine Yegel et Tamia Torrens qui vient de s'achever hier, c'est ça, au rond-point, donc juste à côté de chez nous. Il y a des prolongations. Des prolongations au rond-point Jusqu'au 8 octobre. Jusqu'au 8 octobre, autant pour moi. Succès, prolongation. Donc, si on va arriver à vous donner envie ou pas, parce qu'il y a aussi des détracteurs de cette pièce, rendez-vous au rond-point. Et sinon, suivez, il y aura aussi toute une tournée en 2018. Donc, c'est un duel au vitriol entre deux femmes. Je n'ai pas arrêté de lire qu'elles étaient vieilles et méchantes. Je trouvais ça un peu méprisant, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était le cas? Vieille et méchante. Pardon. Vieille, oui, mais méchante. Non, pas méchante. Au contraire, elles sont plutôt drôles. Alors, elles jouent les méchantes. Les vieilles peaux, les femmes aigries, les femmes maussades. Elles jouent à ça, mais en fait, non, c'est pas du tout des femmes. Des femmes méchantes. Alors un peu pour replacer dans le contexte, ça se passe un petit peu dans une société, on va dire, futuriste. C'est peut-être une dystopie. Je suis pas très douée. C'est ça, une dystopie. Voilà. Où tout le monde est refait, où tout le monde mange bien, tout le monde mange bien, tout le monde est beau, tout le monde est refait. Il n'y a plus de rides, il n'y a plus... il n'y a plus de saleté, rien. Il n'y a plus de saleté, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de blattes. Il n'y a plus de blattes, notamment. Tout est complètement javélisé. Tout a été éradiqué. Et ces deux vieilles dames sont exposées dans un musée, chacune sur une chaise. Et d'ailleurs, pendant toute la pièce, elles ne vont jamais... C'est un musée ou c'est ton interprétation? Non, c'est un musée, a priori. C'est un musée. C'est présenté parce qu'elles attendent des visiteurs. Oui, elles attendent les visiteurs. Ouais. Et qui viennent voir des personnes qui sont... des reliques exposées, des reliques qui sont totalement d'origine, sans avoir été botoxées, sans avoir été liftées, sans avoir été... 100% humaines. 100% humaines, sans avoir été... ça s'appelle la liposucée. Voilà. Sans artifice. Et voilà, ce sont des reliques, des choses devenues rares, et les gens, les jeunes viennent les photographier. Et alors, pour satisfaire cette curiosité du public, elles s'amusent à avoir l'une un Alzheimer, l'autre Parkinson, donc elle mime, elle branle, très mal d'ailleurs, paraît-il. C'est dit dans le texte. Voilà, mais de moins en moins de personnes viennent les voir parce que finalement ça n'intéresse plus personne, ces espèces de vieilles reliques. Et donc voilà, elles discutent entre elles.
elles parlent de leurs expériences, de leur vie, de la fierté de leur île. Et moi, je trouve que dans ce texte, voilà, c'est très corrosif. Et à travers ces deux vieilles biques, il y a toute une critique de la tyrannie du beau, de la tyrannie de la perfection et là, du diktat de la beauté. Ouais. Oui, effectivement. Juste aussi sur la genèse de la pièce, en fait, c'est Catherine Higel et plus ou moins une commande. Et c'est Tania Torrens. Et Tania Torrens qui ont commandé cette pièce à Pierre Note. Et c'est vrai que lui ensuite il a remâché tout ça et il nous en a créé une dystopie. Donc il a créé cet univers fantastique. Et moi ce qui me pose juste souci par rapport à ça, c'est qu'en fait effectivement on parle de la vieillesse et le sujet est intéressant, mais finalement tout cet univers où elles sont exposées dans un musée avec la fameuse brigade qu'elle redoute, je trouve que finalement ça il l'a rajouté presque. J'ai l'impression que c'est pas très développé finalement dans la pièce. On les voit plus elles deux en train de finalement discuter sur la vieillesse, sur échanger sur leur effectivement sur des mini scénettes sur notamment Alzheimer. Il y a ces choses là, mais par contre j'ai l'impression que suite à cette commande, Pierre Note a essayé de mettre cet univers-là en plus, mais il est très peu développé dans la pièce et je trouve qu'on aurait pu limite s'en passer, ou en tout cas le développer davantage. J'étais un peu frustré par rapport à ça. Mais je pense qu'effectivement, il a voulu essayer d'imaginer un contexte de SF pour créer son histoire. C'est peut-être effectivement pas assez creusé, mais je pense que le but, c'est vraiment d'essayer de plonger dans une espèce d'univers complètement absurde pour démontrer à quel point on risque de devenir un univers complètement absurde à force d'être soumis au diktat de la beauté, du nickel, du sans-ride. Il aurait peut-être pu effectivement un peu plus creuser, mais pour moi ça m'a pas dérangé parce qu'il y a tellement d'humour dans le texte. Il y a tout son côté hyper décalé, son côté très acide. Alors il va parfois un peu dans le trash quand elles ont des gaz. Voilà, des fois c'est peut-être un peu, c'est du Pierre Note quoi. Voilà, oui, ça part un peu en vrille. C'est un poil lourd. Mais ça passe bien quand même. Oui, effectivement, le fait que ça soit pas creusé, moi ça m'a pas. C'est au niveau de l'écriture aussi, ça manque un petit peu de. Sur l'absurde, justement, ça manque un peu de subtilité, un peu de finesse pour vraiment prendre une autre dimension. Plutôt que là, ça reste un peu dans la comédie. C'est vrai que ça fait sourire. Il y a un petit côté subversif aussi sur la vieillesse, mais ça réussit pas, je trouve, à monter vraiment la marche. Ça reste un peu. Moi, je suis resté un peu sur ma faim. J'ai passé un bon moment, mais j'ai trouvé ça finalement ça manquait un peu de fond, un peu de subtilité. Et donc Sonia, pourquoi t'es pas d'accord ? Parce que l'écriture est vraiment bien dosée et voilà, on n'y va pas pour se prendre la tête ou se prendre une leçon de morale sur la vieillesse et sur ce qu'on va devenir. Voilà, on se cache pas, on deviendra tous comme ça. Eh bien, je les trouve tous les deux hyper sexy. Tania Torrens et Catherine Hegel, voilà. Et Catherine Amur également. Juste dans moi. Voilà. Non, moi je les trouve hyper belles en fait, parce que bon, hyper naturelles, mais de toute façon elles sont vachement belles, je suis désolée. Elles sont hyper classe, Tania Torrens, de toute façon elle est hyper classe, elle est grande, elle a un port de tête, voilà. Et Catherine Hegel, avec sa gouaille, avec sa bouille, moi j'ai trouvé franchement hyper bien conservée quoi. C'est peut-être pas le sujet du débat ce soir, mais. Mais je crois que le mort du théâtre dirait que c'est la comédie française qui rend beau. Catherine Hegel est sublime, c'est une chose. Je trouve qu'on y croit. J'ai pas. Ah si, moi je suis rentrée dedans complètement et. Ah oui, parce qu'il y a une telle énergie en elle, elles y vont, elles portent le truc vraiment. Elles portent le truc. Oui, ça je suis d'accord, mais. Complètement rentrée dedans. Moi, j'ai pas du tout cru à l'univers en fait, le musée. C'est peut-être parce que c'était deux femmes et que tu t'es pas sentie. Non, mais moi j'ai pas vu. En fait, non, mais juste le musée, tout ça, on voit. En fait, déjà au niveau de scénographie, évidemment, il y a rien au niveau scéno. Mais chez Pierre Note, en général, il n'y a pas besoin. Non, mais d'accord. Oui, mais il y a ça, il n'y a pas de scéno, et en plus, au niveau du texte, l'univers est pas du tout poussé, mis à part ces brigades là qui arrivent. À un moment donné, elles sont comme ça, elles sont censées se protéger de cette fameuse brigade. Comme ça, c'est pas très visuel. Oui, pardon. C'est vrai, j'ai oublié. Elles se recroquevillent comme ça. Elles se recroquevillent, et je trouve que c'est un peu. Finalement, c'est le seul moment où vraiment on se dit ah oui, c'est vrai. C'est pas deux voisines de palier,
on est censé être dans un musée, on est dans une dystopie, d'accord. Moi, je pense que même ça, alors ça nous fait comprendre qu'on est dans une dystopie, et encore, on a bien compris que c'était un musée, que c'était une société dans le futur, fictive et dans le futur. Je trouve qu'à la limite, ça, c'est presque en trop, parce que on n'a pas besoin de ça. Mais on comprend très bien ce qui se passe, on comprend très bien que quand elle parle de cette milice, effectivement, on n'a pas besoin d'imaginer des drones. Voilà, le fait qu'elle soit prise en photo, le fait qu'elle résiste, en fait. En fait, c'est une ode à la résistance, cette résistance, cette pièce, je ne sais plus parler. Même si elle se passe dans ce fameux futur dystopique, c'était très contemporain, cette réflexion sur... ça pourrait être un futur proche. Ça pourrait être notre futur à nous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais d'où, à mon sens... Peut-être déjà l'amorçage. Voilà, donc il aurait peut-être pu l'ancrer dans le Il y a au moins 3 contemporain. cliniques ou 3 chirurgiens esthétiques dans le coin, on peut y aller en sortant. D'ailleurs, à un moment donné, il dit que l'une des deux, je ne sais plus laquelle, était comédienne et que ça Tania équivalait Torres. à une prostituée de luxe. C'est Tania Torres qui dit ça. Voilà, j'ai trouvé ça très bien comme formule. J'ai beaucoup aimé, moi, l'histoire de la semence d'Alain Delon. Je trouvais ça très drôle. Ça, c'est du note tout craché. Ça m'a fait penser un peu à... Vous parlez en fait dans moi aussi, je suis Catherine Deneuve. Il y a Mordu qui me regarde. Non, mais il y a quelques bons mots. C'est sûr qu'il y a quelques bons mots. Ça tombait au bon moment. Et ça tombait au bon moment. Et moi, j'adore ce côté, mais complètement décalé, qui part complètement en vrille. Moi, ça me plaît chez Pierre Dac, j'adore ça. Donc, de toute façon, j'étais déjà un peu conquise, mais là, je le suis encore plus. Ok, je vous remercie. Donc, comme on l'a dit, la nostalgie des blattes prolonge pour une semaine encore au rond-point. Est-ce qu'il y a des réactions tweetos sur Radio Mortimer? Toujours pas, non. Ils ont tous la nostalgie des blattes. Ouais, ils sont déjà tous au théâtre. Sonia, avant de partir, est-ce que tu aurais une pièce à conseiller, un coup de cœur à partager? Enfin, moi j'en ai un. Alors, donc Maxime ce soir fera ma doublure. J'avais l'impression que tu n'en avais pas. J'ai cru comprendre que tu n'en avais pas. En fait, j'en ai un, mais il d'accord. est prévu T'as passé ton tour, juste après, donc je ne vais pas. D'accord. Parce que je voulais profiter justement si tu me. Je vais te parler de Stadium, si c'est ton coup de cœur, tu n'interviens pas dessus. Ah oui, d'accord. Et moi, j'attends de voir ce que vont dire mes camarades dessus plutôt que de. Très bien. Non, moi juste. C'est ton coup de cœur. Voilà. Stadium est son coup de cœur, mais on en parle dans 5 minutes. D'accord. Et on a déjà écouté le coup de cœur de Maxime. En fait, j'ai vu Démon donc au Montfort, qui est vraiment une très belle pièce avec 2 comédiens extraordinaires. Vraiment, il y a des ajouts. La metteuse en scène, elle a repris le texte de Lars Norén, mais elle en a fait des ajouts qui fonctionnent très très bien. Et je me suis beaucoup ri. C'est très grinçant, c'est très cynique, et ça fonctionne très bien. C'est au Montfort en ce moment. Voilà, courez-y. T'as vu la version avec oui. Romain Duris? J'ai beau préféré de loin cette version au Montfort. Moi, j'avais pas aimé cette version. Je l'ai pas vu. C'est trop tard, tu as perdu ton temps de parole, Sonia. Merci. Maintenant, autour de la table pour parler de Stadium, je l'ai dit avant, nous aurons donc Strapontine, Théâtrelle et Théâtre Côté Cœur. Donc Stadium, je reprends, à la colline jusqu'au 7 octobre, par Mohamed El Khatib et Fred Hochet. Avec une soixantaine de supporters du RC Lens. Donc là non plus, j'ai pas les noms, pourtant il serait bon de leur rendre tous hommage. Ça va être difficile, on ne va pas avoir assez d'émissions pour tous les citer. Et il le mériterait. Voilà. C'est une pièce qui... C'est une pièce qui cherche... Et les Kevin. Je suis pour les Kevin. C'est une pièce qui cherche à créer le dialogue entre 2 univers pas opposés, mais... en tout cas, pas semblables, pas différents. Là, on dit toujours que le monde est un théâtre et le stade est un théâtre aussi. Donc, pourquoi il n'y aurait pas d'analogie à faire sur la scène de la colline? Donc, l'amour du foot et du théâtre sur le même terrain paraît que vous essayez bien des couples. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Réconcilier, on n'est pas fâchés, mais oui, je vais emmener mon mari, qui ne l'a pas encore vu, mais je vais l'emmener à l'avant-scène pour voir Stadium, parce que c'est effectivement ce que voulait Mohamed El Khatib, c'est confronter 2 publics qui
qu'on oppose généralement, celui du théâtre et celui du sport, celui de la culture d'une manière générale au sport d'une manière générale, ou du théâtre et du foot, si on est en particulier, qui a priori ne se parlent pas. En plus, on est à la colline, donc on est dans le théâtre privé, on est sur un public justement qui est assez exigeant, assez demandeur. Ça sera juste peut-être mon point, le petit point qui m'a gêné dans le spectacle. On a été plusieurs à le remarquer et à le relever. Ce sont des commentaires, plutôt des rires, parfois malvenus ou qui semblaient assez moqueurs ou supérieurs au début du spectacle, mais qui très vite laissent place à l'émotion de ces témoignages de ces 53 supporters qui viennent parler de football, mais qui ne parlent pas que de football, qui parlent de leur vie. Est-ce que le foot a apporté dans leur vie, des moments de famille. Et comment cette communauté qui s'est créée depuis toujours autour du RC Lens les aide à avancer dans leur vie et à tenir face aux difficultés du quotidien. On est dans le bassin minier, ce sont des fils d'ouvriers, des fils de mineurs, des arrière-petits-fils de mineurs, un contexte économique et social très difficile. Et pourtant, quand on voit les images des supporters du RC Lens, il y a une joie. On voit que le bonheur. Exactement. Ils oublient tout, ils le disent tous dans leurs témoignages. Pendant le match, pendant qu'ils sont au stade, ils oublient tout le reste. Et il y a une communion qui se fait, c'est une communauté d'entraide. Et puis je vais laisser parler les autres parce que là je suis en train de monopoliser la parole comme d'habitude. Non, mais tu dis très bien, effectivement. Alors moi au début, j'y étais hier, au début il n'y avait pas de rire moqueur, en tout cas j'en ai pas entendu. C'était assez silencieux, c'était assez calme, et quand la jeune fille Clémentine vient entonner la chanson de Sardou, alors là en revanche elle s'est pris un vide monstrueux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réaction. Voilà. Alors elle dit je me prends un peu la honte là, et ses collègues, ses camarades viennent chanter avec elle, et puis petit à petit le public s'est un petit peu réchauffé, réchauffé et a commencé un petit peu à prendre un peu plus part au spectacle. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que il y a également beaucoup de... Il n'y a pas de fausse pudeur dans Stadium, c'est Mohamed El Khatib n'élude pas du tout le fait que les ultras, par exemple, je ne sais pas ce que c'était qu'un ultra, mais voilà, il le dit, ils disent en toute simplicité, ils parlent des ultras, de cette espèce d'excès chez ces supporters qui vont être beaucoup plus violents. Alors, bon, il y a un petit peu une victimisation des ultras. Moi, ça ne m'a pas franchement convaincue. Je dois avouer que là, j'étais pas franchement atteinte par son argumentaire. Mais voilà, il parle également de ces gens, de leur simplicité, de leur milieu social, je vais pas dire de la pauvreté, mais effectivement du fait que la société à Lens soit complètement laminée par le chômage. Mais il n'y a pas de misérabilisme. Voilà, c'est un tableau lucide, sincère, mais on n'est pas sans phare. Oui, voilà, c'est exposé simplement. Oui, on se cache pas, on se retranche pas derrière des faux semblants pour dire oui, ok, il y a de la violence. Oui, ok, on n'est pas toujours très potes avec les Parisiens, notamment l'histoire de la banderole. Il n'y a aucun misérabilisme. En fait, il a réussi, et c'est tout son travail de sociologue derrière, et sa connaissance du monde ouvrier, sa connaissance du foot, en fait, et du théâtre. Mohamed El Khatib a vraiment cumulé tous ces savoirs pour construire un spectacle qui unit vraiment deux communautés et qui est vrai, qui sonne juste. Et je crois qu'au bout du compte, pour moi, ce qui ressortait, c'est ce respect qu'on a en sortant pour ces supporters, pour ces gens qui sont, je dirais, extraordinaires. C'est-à-dire qui sont des gens ordinaires, mais qui ont quelque chose qui les dépasse et qui en fait des gens hors du commun dans ce quotidien.
Je rebondis sur ce que tu es en train de dire parce qu'effectivement on ne peut pas douter de la démarche vraiment très sincère de Mohamed El Khatib. Ça c'est une évidence. On voit qu'il aime ces gens. Il a passé 2 ans à faire le spectacle, donc on sent vraiment la sincérité et même la générosité. Ça c'est évident. Après il y a des petites choses qui... Alors j'ai aimé le spectacle, je tiens quand même à le dire, mais comme toutes les deux vous l'avez aussi beaucoup aimé, je vais donner les petites touches un petit peu qui m'ont dérangé, les petites touches un petit peu négatives. J'ai parfois eu l'impression, mais c'est l'enjeu et le problème de travailler avec des amateurs, c'est que les amateurs sont donc là sur scène, donc on a envie qu'ils communiquent quelque chose de généreux, de sincère, dans l'improvisation, c'est ça. Et en fait, on a pu constater que tout était très 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 écrit. Et ça nous a un petit peu dérangé avec Maxime, puisque juste avant, on était passé à la librairie, on avait lu le texte aussi, quelques passages du texte, et de le retrouver vraiment mot pour mot dans la bouche de ces amateurs sur scène, c'était dérangeant parce que on avait envie qu'ils nous racontent leur histoire de manière plus naturelle en fait. C'était un des petits bémols. Après c'est vrai que c'est une analyse qui se veut sociologique quand même, ça rentre dans le théâtre documentaire, mais il y a quand même une certaine complaisance, comme tu le disais, envers les ultras ou autres. Nous le soir où on était, il n'y avait pas de rire moqueur dans la salle, ou en tout cas je l'ai pas pris comme tel. Ça fait rire, c'est fait pour, je trouve. Voilà, donc c'était les petits jetés comme ça complètement au hasard, les petits points qui m'avaient un petit peu dérangé, mais c'est un spectacle en tout cas dont on ressort vraiment enjoué. On est content de l'avoir vu et ça communique vraiment beaucoup de plaisir. Il y a quelqu'un qui est pour nous parler de la forme de cette théâtralité, de ce théâtre documentaire? En fait justement il utilise beaucoup la vidéo et je trouve que finalement c'est ce qu'il y a de plus réussi dans le spectacle, c'est ces bouts de vidéo. Au début j'en avais un peu beaucoup au début, je trouve. Je m'y attendais pas à ce qu'il y ait autant de vidéos, surtout au début. Je trouve que ça installe en fait vraiment, c'est surprenant, ça je suis d'accord, je me suis fait aussi la remarque au début, mais ça installe petit à petit cette espèce d'atmosphère. Je trouve que du coup l'explosion de la deuxième partie est due en partie à ces vidéos, non? Je trouve pas. Non, je pense que c'était vraiment la deuxième partie effectivement est encore plus vivante, encore plus. Il y a des très beaux moments d'émotion. Il y a des super moments, ça vient. Et je trouvais que au tout début, notamment, je me suis dit je ne suis pas venue pour voir des vidéos. Vraiment au tout début, je me suis dit il faut peut-être qu'ils descendent sur scène. Je suis d'accord. Ensuite, ils sont arrivés. Moi, j'avais une deuxième léger bémol, si tant est que ça soit un bémol, c'est qu'à un moment je me suis dit et la parole des sportifs là-dedans. J'aurais bien aimé savoir ce que les footballeurs de Lens pensent de ce spectacle, de ces supporters. J'aurais aimé les entendre. Ça pourrait faire l'objet d'un deuxième spectacle alors. Je ne sais pas si ce serait aussi intéressant en fait. Mais moi je lui tiens, on n'en voit pas un seul qui. Parce qu'en fait, tous ces supporters, ils sont dans la générosité, ils sont dans le don. Et le don, sans rien attendre en retour. Et ils donnent, mais est-ce qu'ils reçoivent quelque chose de la part du club? Un merci, je me suis dit tiens. J'aurais aimé entendre, voir quelque chose de la part du club, mais bon, je sais pas. C'est vraiment une légère remarque. Mais est-ce que c'est une ode aux supporters lensois, sang et or, le meilleur public du monde, ou est-ce que c'est une ode au football, ou même au monde ouvrier? Peut-être pour ça que c'était peut-être pas une réaction. C'est pas une ode. Non, c'est pas au monde ouvrier ni au football. C'est vraiment les supporters. C'est une de Lens. Et de Lens. Voilà. C'est vraiment une communauté. Cette réputation. Moi, j'ai toujours entendu que le public lensois était le meilleur public de France dans le milieu footballistique. Parce que j'ai l'impression qu'il a essayé de faire ce que Mohamed El Khatib, c'est de montrer justement cette fureur d'aimer leurs footballeurs à Lens. Ça venait aussi de leurs conditions d'ouvriers pour revenir à ce que tu disais et aux mineurs. C'est un exutoire, le foot, le public, tout ce qui se passe dans les gradins. Je pense que c'est une façon d'expulser pas mal de choses et de communier en oubliant tout ce qu'ils vivent au quotidien.
qui peut être lourd et compliqué. Voilà, il essaie de faire le lien entre leurs conditions sociales voilà, et ça c'est pas du tout... et leur ferveur. Et ce qu'il est soude, on le voit bien à travers la famille d'Yvette, qui tous les Ah. soirs fête son anniversaire, entourée de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants. Cet esprit de famille qu'on retrouve au sein de la famille d'Yvette, c'est en fait tout ce qui unit vraiment cette communauté des supporters dans ce sport. Ouais. Merci. Et juste, je dirais, toi, tu retournes à l'avant-scène La Colombe. Je serais assez curieuse parce que ça passe à Saint-Germain-en-Laye en janvier, je crois. Et sincèrement, je serais assez curieuse de voir comment ça va être reçu à Saint-Germain-en-Laye. Alors, on va dire que j'ai des a priori, mais... Non, mais je suis d'accord que le public, et je serais curieuse de le voir à Marseille aussi, par exemple. Oui, aussi. Ouais, non, enfin voilà. Devant des supporters. Ok. Devant d'autres supporters, Je vous devant remercie, d'autres publics. d'avoir partagé votre avis et votre passion pour Stadium. Des réactions à propos de la pièce? Je ne sais pas. Théâtrelle, théâtre-thécaire, une pièce, un conseil, une autre pièce, un coup de cœur pour une Il y a comédienne peut-être? Titi Catcam qui dit que sa taille sec, en parlant de Radio Mortimer. Pardon. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Qu'est-ce que tu disais? Un coup de cœur à faire partager. Alors moi, c'est un coup de cœur pour une pièce, mais c'est surtout un coup de cœur pour une comédienne. Bon, je l'aimais déjà de toute façon, donc ça n'a pas changé grand-chose. C'est pour Dominique Valadier, qui joue au Poche Montparnasse au but, et que j'ai trouvé absolument formidable pendant 2 heures. Elle est terrible, elle est odieuse, elle est abominable. Et elle est l'aimes quand adorable. On l'adore. J'ai rarement vu une comédienne aussi parfaite. De tenir comme ça pendant effectivement ces 2 heures, cette espèce de long soliloque qui n'est rien d'autre qu'un long vomi verbal. Et elle le fait avec un brio, avec une présence. Et le tout simplement, elle parle comme si elle lisait le bottin, et en même temps elle est parfaite. On me dit que je dois couper, donc je le redis, Dominique Valadier est parfaite. Et sinon Dominique Valadier était vraiment parfaite. Merci. Et donc, tu disais Dominique Valadier. Elle est parfaite. Ouais, d'accord. Du coup, c'est trop tard. Théâtre Côté-Cœur ne peut plus s'exprimer sur son coup de cœur. Mais Théâtre Côté-Cœur reviendra pour s'exprimer sur son coup de cœur. Tu peux dire Je ce que peux. tu veux. Oui, tu peux. Alors moi, mon coup de cœur, c'est pour Indocile, au Théâtre des Mathurins, avec Audrey Dana. J'ai vraiment beaucoup aimé ce spectacle qui est plein d'humour, tout en parlant de choses assez sérieuses. Et puis surtout, elle nous raconte, à travers la vie d'un peintre, elle a transposé son univers du théâtre dans celui de la peinture, mais elle nous raconte son enfance, son adolescence, sa jeunesse, comment elle a grandi au milieu de parents un peu hors normes, hors cadre, on va dire, et comment elle est devenue indocile. Elle est pas seule sur scène, c'est un seul en scène, mais accompagné d'une batterie, d'une jeune femme dont je suis désolée, j'ai oublié le nom, Lucille Antunes, qui est absolument formidable. Elles dialoguent toutes les deux sur scène. Et on en ressort avec une envie d'être indocile et Tu l'es déjà. Oui, je sais. Et bien envie de continuer à être indocile dans ce monde. Et bien, Voilà. Radio Mortimer. Courez-y jusqu'à Fais la révolution. au Théâtre des Mathurins, elle est vraiment formidable. C'est jusqu'à, je sais pas, 31 décembre, je crois. Mais ne tardez pas à y aller, ça fait toujours plaisir de voir des salles vides. 18 novembre. Pleine, Pardon, je veux dire. 18 novembre. Donc merci d'avoir participé pour parler de Stadium. Maintenant, nous allons parler des jumeaux vénitiens au Théâtre Héberto aussi jusqu'à la fin de l'année. Avec autour de la table Roger 42, quatrième mur et sur les planches. Donc les jumeaux vénitiens, une pièce de Goldoni avec Maxime Sexy d'Abbeville. Là ils sont beaucoup, même pas, ils sont assez peu pour que je puisse tous les citer. Donc Maxime d'Abbeville, Olivier Citruc, Victoire Bélizy, Philippe Bérodeau, Adrien Gambagoutte, Thomas Gontard. merci, Thibault Lacroix, Benjamin Joguès, Agnès Pontier, Luc Tremblay, Marco Van Delplace, dans une mise en scène de Louis Benoît.
Donc le pitch de la pièce, deux frères jumeaux, Tonino et Zanetto, séparés à la naissance, et ne se connaissant pas, se retrouvent par hasard à Vérone 20 ans après. Tonino, élevé à Venise, est un habile homme, distingué et culturé, tout ce qu'il faut, tandis que le second, élevé à la campagne, est un simplé. Rustre. Stupide. Idiot. C'est dommage que les destinations et tous deux viennent retrouver leur dulcinée, et bien sûr leur retrouvaille et leur présence de ces deux jumeaux dans la même ville va bien sûr créer quelques quiproquos et malentendus. Donc l'œil d'Olivier, tout ce précipice se mélange en un flot torrentiel et virevoltant qui nous entraîne au bord d'un précipice. Quelle impression vous a laissé ce jumeau vénitien? Alors pour moi, ces jumeaux vénitiens, c'était une retrouvaille du texte que j'avais étudié il y a fort longtemps, mais moins longtemps que Quatrième Mur. Voilà. Et ça a été un vrai plaisir de voir surtout cette adaptation du texte qui était à la fois moderne et pourtant en utilisant des termes plutôt anciens, il y avait un petit côté truculent. Je crois qu'il y a une retraduction de la pièce pour Tout à fait. Par le metteur en scène. Ouais. Et c'était vraiment un plaisir de voir comment il a adapté ça, parce que ça donnait, on avait un cadre classique, des décors classiques, des costumes classiques et un texte assez actuel. C'était très plaisant, ça faisait un joli contraste, on riait beaucoup. C'est surtout une pièce pour toute la famille. On peut y aller en famille, on peut y aller avec mamie, Quatrième Mur par exemple. On peut aller avec la petite jeune qui est jamais contente par exemple, lors du théâtre. Voilà. Sur le texte, je voudrais y revenir, c'est que a priori, en fait, la réadaptation a été faite par le metteur en scène, un peu en accord avec les dernières volontés de Goldoni, de ce que j'ai compris, qui ne se considérait pas comme comme un lettré, ou qui accordait de l'importance en fait aux mots qu'il avait choisis, mais qui avait des pièces qui étaient faites pour parler aux gens et au public, donc c'est-à-dire contemporaines. Et en réalité, en fait, on pourrait critiquer cette adaptation et dire que c'est inapproprié, et pas du tout, puisque c'est un texte qui est fait pour faire écho aux spectateurs, quels qu'ils soient. Tout à fait, c'est bien l'esprit de la pièce. Et j'ai eu le même ressenti en fait que toi, Roger. C'est très percutant. Il y a certaines petites choses qui font un petit peu suranner, donc c'est très agréable, et d'autres qui sont très drôles parce que très actuelles. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette adaptation, aussi bien au niveau du texte que de la mise en scène aussi. Bien sûr. On va aussi parler un peu des acteurs, mais d'abord on va laisser parler Mamie parler. Quatrième Mur, il est temps de tout défendre. Non, mais ça vient tellement bas que je ne vais pas relever. Donc, il faut pas qu'il y ait de quiproquos. On a beaucoup lu dans la presse que c'était extrêmement amusant, extrêmement enlevé, etc. Moi, j'ai pas trouvé ça j'ai trouvé ça drôle, mais je me suis pas tordue de rire d'un bout à l'autre. Et surtout, il y a une fin qui... Alors, on ne spoile pas. Non, mais je ne vais pas spoiler. Je vais juste dire, il y a une fin qui est un peu surprenante. Et ça peut paraître effectivement très étrange, parce qu'au moment où ça arrive, on se dit il va y avoir un retournement, c'est encore un rebondissement dans la pièce. Or pas du tout. Et j'ai trouvé que ça apportait une note de gravité à la pièce, et ça en fait pas une comédie hilarante. Faut pas y aller en se disant que... Alors c'est très plaisant, c'est très amusant, mais si vous pensez rire toutes les 10 secondes ou toutes les 3 minutes, non, c'est pas exactement ça. C'est quand même un petit peu plus... Tout comme les personnes qui le comparent à la commedia dell'arte, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que Goldoni, en fait, il a dépassé la commedia dell'arte avec les quiproquos, effectivement, il y a les deux jumeaux. Donc à partir de là, il y a des situations compliquées qui se deux jumeaux joués par Maxime Daboville. Voilà. Alors, il y a quand même un super pouvoir, parce que il sort à court, il revient au jardin dans les 30 secondes, c'est physique, Oui, alors il fait quand même un numéro extraordinaire, parce que moi j'étais pas hyper conquise par lui. Je l'avais vu effectivement au théâtre de poche, dans The Servant. Voilà. Bon, je l'avais trouvé bien, mais j'étais pas béate comme certains peuvent l'être. Et là, j'avoue qu'il m'a complètement conquise. J'ai trouvé qu'il faisait un vrai rôle d'athlète en plus, parce qu'effectivement il rentre, il sort. Un rôle très physique. Voilà, très physique. Tout en ayant légèrement changé d'apparence. Et alors moi je le connaissais pas, et vraiment au début je l'ai vu arriver, je me suis dit il est fluet, il va être transparent, c'est vraiment lui le héros, et en fait en 5 minutes j'étais déjà conquise par sa prestance, son charisme, sa voix. En fait j'aime beaucoup sa voix, j'aime son élocution,
Et c'est vrai que c'est très surprenant puisqu'il joue donc deux personnages qui sont habillés exactement de la même manière. Et en fait, on voit tout de suite la différence dans la tenue, dans l'élocution. Pour l'idiot, c'est plus difficile. Pour l'autre, il est vraiment arrogant, il est un peu macho même parfois. Et en même temps, il a une séduction sur son second personnage. Et c'est vrai qu'il mène un petit peu la pièce. Et je sais qu'on en avait parlé, 4e mur, mais les fois où il n'est pas sur scène, même si la troupe assure finalement le service, c'est quand même lui qui porte la pièce et c'est peut-être lui qui va la faire rayonner en fait jusqu'au spectateur. Alors je suis pas tout à fait d'accord quand même, parce qu'en face il a un pendant très très sombre, c'est Olivier Citruc, et il faut quand même dire Olivier Citruc quoi, la voix d'Olivier Citruc, et en plus là le personnage qu'il interprète, Pancrace, qui est fabuleux, c'est un Tartuffe qu'on a envie mais de frapper, tellement il dégouline de veulerie. Ah, mais je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Ouais, c'est un Tartuffe extrêmement touchant, extrêmement émouvant, qui est en pleine souffrance, il dégouline de souffrance. Ah oui, Moi, c'est mon grand âge qui me fait voir ça. Non, c'est pas l'âge. Moi, je l'ai senti de la même manière aussi. Il m'a ému ce personnage, je l'ai senti malheureux en fait. Ah non. Non, moi j'ai pas du tout senti ce côté-là, mais bon, j'étais tellement contente de l'adorer dans ce personnage-là parce que je l'ai beaucoup vu dans des rôles plutôt de comédie pure. Et effectivement, pour moi, c'était une super découverte de le découvrir comme ça. Et j'ai peut-être projeté le fait qu'il était effectivement passablement hypocrite, Tartuffe, veule, tout ce que vous voulez. Alors là, on est d'accord, c'est sur la profondeur de la pièce en fait. Je pense que c'est propre à Goldoni. On peut choisir, je pense, quand on met en scène une de ses pièces, le curseur pour se déplacer plus vers la comédie ou plus vers quelque chose d'un peu mélancolique. Et je trouve que ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. C'est ce que tu disais, 4e mur, tout à l'heure. C'est qu'on va pas voir une franche comédie, mais on sent un petit peu l'amertume de l'auteur, un peu sa résignation par rapport à l'existence, des choses comme ça. Et le fait que le personnage d'Olivier Citruc soit très sombre, c'est aussi ce qu'on ressent. Au cabotinage de Maxime Daboville. Pas que Maxime Daboville, comme il a deux personnages, il en a effectivement un qui est idiot, donc même son idiot est émouvant, puisqu'en fait on voit qu'il est aux prises avec des personnages qui sont tous plus intelligents que lui, donc comme personne ne se comprend, on le sent très seul aussi. Et puis son autre personnage est très intelligent, et c'est la même chose, il a l'impression que tout le monde est idiot autour de lui, donc il y a un peu de solitude, je trouve. Voilà, alors, il y a toute une série. Alors on peut regretter que les rôles féminins, évidemment, dans ce type de comédie soient très secondaires et très typés. Voilà, mais il y a une belle troupe tout autour. C'est pas une tare de Goldoni, puisqu'il a écrit Le Corps d'Irak et au contraire une de la féminité. Oui, mais enfin là, les filles sont pas extrêmement bien servies. Voilà, les comédiennes font ce qu'elles peuvent. Elles sont parfaites dans ce qu'elles font, mais elles sont pas gratifiantes. Elles n'ont pas un registre très fort à déployer. Elles m'ont pas marqué personnellement. Hein. Je sais bien, tu ne regardes que les garçons, je sais bien. Ah, ils sont où? Bon, enfin, c'est une bonne sortie, effectivement. Une bonne découverte pour moi de Maxime Daboville, en tout cas. Je crois qu'on le retrouvera aux Poches Montparnasse, en fait, dans les histoires de France, voilà, que j'irai voir très volontiers, maintenant que je l'ai découvert. Il est dans 12 hommes en colère. Il est dans 12 hommes en colère. Non, d'accord. Non. Pour l'instant, il y a des fausses rumeurs qui sont envoyées par Véro Benoît. Il était annoncé dans 12 hommes en colère, mais il incarne le jumeau. Donc voilà. Il faut le laisser se reposer, le pauvre petit. Oui, il ne pourra pas faire les deux à la suite. C'est même une excellente découverte, une bonne mise en scène relativement classique, mais très intelligente. Oui, le décor est très beau. Il y a une certaine douceur, je trouve, le côté un petit peu doré, en fait, comme le soleil de l'Italie. C'est un beau moment. C'est un bon moment. On travaille sur la lumière. On travaille sur la lumière. Donc, je vous remercie de vos interventions. Sur les planches, Roger, est-ce que vous avez des pièces à conseiller, des coups de cœur? Oui, moi j'en ai une. C'est la première pièce que j'ai vue cette année pour la saison. C'est de Pékin à Lampedusa, qui est jouée à l'Essaillon. C'est prenant, hein. C'est un coup de cœur, mais c'est aussi un coup de couteau, comme je l'ai mis dans ma critique, parce que c'est le parcours donc d'une jeune Somalienne pour s'en sortir dans son pays qui est traversé par la guerre. Elle a perdu son père à cause de la guerre aussi. Et d'abord, elle s'échappe à travers le sport. Elle fait partie de l'équipe olympique de la Somalie. Et ensuite, pour pouvoir continuer à poursuivre son rêve, elle devient donc ce qu'on appelle une migrante. Elle va traverser la Méditerranée. C'est terrible. Voilà, allez-y, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est terrible, mais allez-y. Tu termines bien ton avis. Tout à fait. Mais je vous remercie pour avoir aussi bien parlé des jumeaux vénitiens. Maintenant, il est temps de nous parler de notre 5e et dernière pièce.
La pitié dangereuse de Stefan Zweig. L'unique roman d'ailleurs de Stefan Zweig, mis en scène par l'anglais Simon McBurney, avec les troupes des comédiens de la Schaubühne de Berlin. Alors autour de la table pour parler de cette pièce, nous réaccueillons Strapontine, Maxime et toujours Catherine Mur. Quatrième mur. Oui. Oui. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous pitcher la pièce? J'ai peur de trop en dire. Bon, c'est l'histoire. Vous pouvez c'est l'histoire d'un officier Hofmeiler. Enfin, c'est avant la Première Guerre mondiale. C'est juste pendant. Oui, c'est juste avant la Première Guerre mondiale. Oui. C'est l'histoire de cet officier qui, par ses faits d'armes, se fait inventer par le baron Keslavia. Ouais. Et donc il se fait inviter en fait chez ce baron et il est ébloui, tout se passe bien dans la soirée et sur un malentendu il veut inviter la fille de ce dernier à danser. Oui. Sauf que cette dernière, Edith, est paralytique et totalement mortifiée par son geste qu'il considère déplacé. Il s'enfuit et finit par revenir s'excuser en lui envoyant des fleurs. Et c'est là que c'est là que tous les malentendus et les non-dits vont s'installer puisque cette dernière va croire qu'il le courtise et il va le laisser, pour pas vouloir la blesser, va le laisser dans ce malentendu. Oui, mais c'est une mécanique implacable, c'est un piège qui se referme sur ce lieutenant. Eh bien justement, je trouve que ce piège n'est pas bien rendu dans cette pièce. Alors, on va pas être d'accord, clairement, on va pas du tout être d'accord. Alors moi, ce que je trouve incroyable, déjà la première chose à dire, je trouve qu'il y a un rythme incroyable dans cette pièce, c'est millimétré. Il y a pas un temps mort, on est pris du début à la fin, ça dure 2h05. Moi j'ai été complètement happé par la pièce, vraiment. C'est très. On voit vraiment ce piège se refermer sur lui. Ça part d'une maladresse. Il invite cette fille paralytique à danser sans se rendre compte qu'elle est handicapée et il va se sentir redevable. Et surtout que le baron est un homme important, il veut pas se ridiculiser auprès de toute la ville, et donc il va se sentir redevable, il va commencer par lui envoyer des fleurs, et ensuite ça va être ensuite on va l'inviter, ça va devenir une personne importante dans la maison, parce que forcément le baron est content qu'il y ait un homme qui s'intéresse à sa fille, donc lui il va être complètement pris au piège, il va plus pouvoir revenir en arrière, et je trouve que cette mécanique est très bien retranscrite sur scène. La mise en scène qui en notre sens, montre vraiment ce piège qui se referme. Déjà parce que ça va très vite, qu'on a les personnages qui sont complètement dédoublés, puis qu'on a les voix de certains personnages qui parlent par-dessus d'autres comédiens qui sont en train de jouer l'action. Au tout début, on ne sait plus qui on doit regarder. En plus, c'est surtitré. Et ça nous prend vraiment dans... Alors, on n'est pas ému. Si je vois Catherine Mur qui fait oui de la tête, on n'est pas ému, c'est vrai. Mais on ne peut pas s'arrêter de suivre vraiment tout ce qui se passe sur la scène. On est happé par le spectacle. Et on va laisser la parole à Catherine Mur qui n'est pas du tout d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est parfait. C'est tellement parfait que ça en est froid et désincarné, je trouve. C'est une belle mécanique, splendide, qui fonctionne extrêmement bien, mais qui ne distille pas. Quand on lit le texte de Zweig, il y a une espèce de suspense haletant qui vous prend. Alors, et je trouve que ce n'est pas du tout transmis avec la même force et avec cette espèce de chute qu'on voit arriver, et on ne le sent pas du tout, j'ai trouvé, dans la pièce. Mais je sais pas, alors peut-être parce que le texte, moi, m'avait extrêmement, alors j'ai lu il y a un certain temps, mais je m'en souviens, vraiment ça m'avait beaucoup marqué, et donc j'ai trouvé que c'était très propre, parfait, mais j'ai totalement dépourvu d'âme, et ça ne m'a pas, je me suis pas ennuyée, mais je n'ai pas retrouvé, alors effectivement le roman est quand même très psychologique, parce que quand on
on lit le roman, il y a énormément de descriptions de ce mécanisme dans lequel la pitié justement joue et l'entraîne toujours un petit peu plus loin où il ne veut pas aller. Il est complètement ballotté par lui-même, mais à travers ça. Et c'est très difficile de rendre ça en pièce de théâtre, ça, je le reconnais. C'est une narration interne et justement ça a été rendu par ces doubles voix des personnages et enfin, on ne peut pas te contredire parce qu'effectivement c'est ce que tu as ressenti, mais c'est vrai. Mais justement, je trouve que c'est le fait qu'on soit complètement, c'était haletant et qu'on ne puisse pas détourner les yeux de la pièce. Je trouve que le suspense, pour le coup, on l'a quoi. Vraiment, moi j'ai été. Alors moi personnellement, j'ai été vraiment. Non, parce que je trouve qu'il y a une montée en puissance et que je trouve qu'en plus il y a cette alternance de parce qu'on a le lieutenant jeune et on a des scènes de vie qui sont jouées devant nous, donc parfois des moments vraiment joués, et on a des passages narratifs qui sont plus le narrateur après l'action qui revient sur ses actions, qui analyse un peu sur... qui s'auto-analyse et qui parle d'un fait passé. Oui, mais c'est un témoignage, en fait, il témoigne de ce qu'il a vécu, et je trouve qu'on passe de scènes de vie concrètes là, qui donnent, où il y a pas mal de tension, je trouve qu'il y a une tension qui est quand même assez palpable, qui est bien retranscrite, et parfois on est dans des moments plus d'analyse, plus d'analyse à froid de ce qui s'est passé. Et il y a des va-et-vient entre. Moi, j'ai pas trouvé assez machiavélique justement par rapport à ça. Je trouvais que c'était effectivement, c'est très mécanique, mais c'était pas machiavélique. J'ai pas ressenti cette espèce d'inéluctable, de choses qui échappent. C'était tellement maîtrisé. Voilà, c'est tellement maîtrisé sa mise en scène, tous ces effets de mise en scène. C'est parfait, enfin, il n'y a rien à dire, mais j'ai trouvé que c'était tellement maîtrisé que ça ne rendait pas cette espèce de chose qui échappe complètement au personnage et qui fait qu'il est entraîné par quelque chose de beaucoup plus fort que lui. Moi, j'ai pas perçu ça. Voilà. J'ai lu beaucoup sur la lassitude du personnage, vous en avez pensé quoi? Oui, c'est ça, enfin, il est lâche, puisque à plein de moments de cette histoire, il pourrait en fait s'arrêter et dire non, en fait, désolé Edith, je ne vous aime plus, mais à chaque fois, et c'est là où je trouve que c'est machiavélique, et moi j'ai trouvé qu'on le rendait bien, c'est que ça a été dit, la jeune femme paralytique, on en vient à la détester parce qu'elle a une espèce de chantage psychologique où elle dit qu'elle compte se suicider, qu'elle compte se jeter par-dessus le balcon s'il ne l'aime pas, et en même temps elle ne lui formule pas ce chantage de manière directe, et du coup moi tout ce machiavélisme a fonctionné sur moi. Voilà, différents regards, différents points de vue. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Enfin, j'ai vraiment hâte de. Enfin, pour moi, c'est mon coup de cœur de la rentrée. J'ai bien aimé, mais j'ai eu une grosse déception. Maxime, ce sera ton coup de cœur ou t'en auras un deuxième? Non, mais moi, j'ai donné mon coup de cœur tout à l'heure pour Garou. Mais je trouve que voilà, pour finir sur cette troupe, la troupe de la Chabouneux qui est extraordinaire. Vraiment. Non, mais j'ai été conquis complètement. C'est rare en plus, ça m'arrive très rare. J'ai trouvé ça parfait, mais un peu sans âme. Mais bon, voilà, ça c'est une question de ressenti. Justement parce que trop parfait, trop léché, trop... C'est pas mon truc. Voilà. Alors moi j'ai un coup de cœur, je t'écoute, Catherine. Donc voilà, c'est l'homme hors de lui qui est à la colline. Et juste une petite chose, c'est que Dominique Pinon et Valère Nobarina, avec ses mots, arrivent à nous caresser la zone du langage du cerveau jusqu'à l'extase. Alors allez-y. Ça ne raconte absolument rien. C'est textuel ou sexuel? Ça ne raconte absolument rien. C'est tout, c'est la totale. Le cerveau, le corps, l'essence, tout, la totale. Donc allez-y et ne vous privez pas de ce moment magique. Et Strapontine, je me souvenais plus. J'avais le même que... puisqu'on va avoir les mêmes spectacles. Ah mais vous n'êtes pas toujours d'accord quand même. Que Maxime Powell sur Les démons, parce que j'avais pas du tout aimé la version du rond-point avec Romain Duris, mais alors pas du tout. Et là, pareil, au Montfort, j'ai trouvé que c'est très simple et en même temps ça fonctionne vraiment très bien. Et comme il en a déjà parlé et qu'on a un petit peu en retard, je n'en dirai pas plus. En effet, je te remercie. Avant de clôturer l'émission, je vais laisser Véro Théâtrel s'exprimer. J'avais juste un tout petit mot à dire. En fait, c'est un coup de cœur. J'y ai pensé pendant l'émission, donc c'est complètement improvisé. Voilà, il y a un spectacle qui va se jouer le 4, le 5 et le 6 octobre, donc cette semaine, à Issy-les-Moulineaux, à l'Espace Icare. Ça s'appelle Diluvienne, Parole d'encre. Et c'est un spectacle d'une jeune compagnie, qui a maintenant 6 ans, qui s'appelle l'Absinthe, la compagnie de l'Absinthe, que j'ai découvert au festival de Maison Lafitte au printemps dernier. Et c'est franchement très qualitatif, très poétique,
très littéraire, c'est très bien écrit, c'est bien joué. Ça mêle le conte, la légende, la mythologie. Il y a une mise en scène et une théâtralité qui font penser un peu au travail de Michalik. Et c'est une vraie réussite. Di Vivienne a remporté les 3 prix qui étaient en lice à Maison Lafitte, donc le prix du public, le prix des collégiens et le grand prix. Je confirme, je voilà, valide. Christine était là et Christine voilà. était Et j'étais jurée. Christine était jurée. Il le prend très bien en comparant à Alexis Michalik. Hein. Et voilà, mais c'est clairement revendiqué. C'est revendiqué. Le constat qui a été fait par tout le monde. Voilà. Et Viviane Matala, le metteur en scène et auteur, le dit lui-même. Il s'est un petit peu inspiré du travail de Michalik. Donc vraiment, c'est une jeune compagnie et elle mérite qu'on la soutienne, qu'on la découvre. Et voilà, c'est le 4, le 5, le 6 à l'espace Icare. Et vraiment, c'est un grand coup de cœur. J'avais très envie d'en parler. Merci. Je valide. Super, merci. Mordu de théâtre qui est au Live Tweet avait aussi un coup de cœur à vous faire partager. Ça a été très difficile pour elle d'être silencieuse dans toute l'émission. Silence, écoutons-la. Merci. Alors c'est juste très rapidement le nouveau spectacle de Nicolas Briançon qui se joue à la Madeleine, c'est Faisons un rêve. Je vais utiliser des gros lieux communs, c'est un bijou, c'est une bouteille de champagne, ça pétille, c'est charmant, il faut y aller, il faut remplir cette salle, c'est merveilleux. Voilà. On avait dit qu'on n'utilisait plus bijou. Je sais, mais là, franchement, c'est un bijou. Je veux dire, c'est une pépite. C'est un cupcake. Donc, je vous remercie à tous autour de cette table et dans cette pièce pour cette émission et à l'équipe de la Comedy Studio de nous avoir accueillis dans ces locaux. Oui. Donc, pour vous rappeler que ce soir, nous avons chroniqué Monte Olympus, La nostalgie des Blacks, Stadium, Les jumeaux vénitiens et La pitié dangereuse. Merci à tous de nous avoir écoutés. La prochaine émission aura lieu je vais laisser Christine des Théâtres Côté Cœur nous le dire. C'est bien, je suis pas prête. 6 novembre. Le 6 novembre prochain, toujours à 20h sur les réseaux sociaux. Et suivez-nous pour suivre toutes nos actualités. On aura certainement des nouvelles d'ici là. J'ai plein de choses à vous dire. Voilà. Il y a plein d'actualités. J'ai oublié le jingle toute la journée et je me fais remarquer que maintenant, mais je le savais, je pensais que vous alliez rien